Bonjour et bienvenue à cette table ronde consacrée à la mise en place des zones à faible émission en France comme en Europe. Je suis Guillaume Doyen, le directeur de la rédaction de la Gazette des Communes, et avec mon confrère Christophe Carignano, directeur de la rédaction d'Auto-Info. Bonjour Christophe. Bonjour Guillaume. On sera ensemble pendant 90 minutes. Alors préparez vos questions, il y aura un temps de discussion avec le public qui durera, j'espère, au moins un quart d'heure. Christophe. Alors, on ne va pas faire aujourd'hui un énième débat sur les ZFE. On a déjà fait un ensemble par Teams il y a quelques temps. On a choisi de donner un angle étranger sur des ZFE qui fonctionnent. C'est pourquoi nous avons invité Josette Valengo-Udo, qui représente la ZFE d'Amsterdam. Welcome. Thanks. Guillaume. Tout de suite, et avant de commencer la table ronde à proprement parler, je cède la parole à Thierry Pêche, qui est le directeur du think tank Terra Nova. Thierry Pêche, défense et illustration des ZFE, si cela vous convient. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir. Je vais commencer par vous raconter une histoire qui n'est pas si ancienne. J'étais, il y a 2 ans encore, président du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat. Vous vous souvenez sans doute de cette expérience, qui a une petite sœur qui a rendu sa copie il y a quelques jours, la Convention citoyenne sur la fin de vie. Et dans le cadre des propositions des conventionnels, il y avait les ZFE, les zones à faible émission. Ils proposaient que les ZFE s'appliquent à toutes les villes de plus de 150 000 habitants. Cette disposition a été reprise par le législateur, inscrite dans la loi Climat et Résilience, mais je me souviens que lorsque les citoyens de la Convention ont fait cette proposition, on a dit, comme à propos du reste de leur rapport, tout ça, c'est pas grand-chose, la montagne accouche d'une souris. Les écologistes n'étaient d'ailleurs pas les derniers, pardon Yann Berling, à critiquer ces positions en disant que c'était largement insuffisant. Et puis, 2 ans ont passé, j'ouvre le journal, et que vois-je? Les ZFE, bombe sociale, bombe à retardement. Ce qui était 3 fois rien hier était 3 fois trop désormais. Alors, évidemment, en ma qualité de président du comité de gouvernance, j'étais plutôt honoré. On n'avait pas travaillé pour rien, puisque c'était quand même quelque chose. Mais néanmoins, se faisait jour un certain nombre de risques politiques, et parmi eux, une proposition de loi portée par le Rassemblement national à l'Assemblée nationale proposait tout simplement de supprimer les ZFE. Entre supprimer et encenser, il y avait sans doute bien des possibilités, mais nous avons jugé qu'il était utile d'organiser un peu la contre-offensive contre cette proposition de suppression qui, à nos yeux, représentait un retour en arrière. Et en le faisant de différentes façons, d'abord en rappelant les enjeux sanitaires des ZFE. Les ZFE ne sont pas, contrairement à ce qu'on lit souvent dans la presse ou ce qu'on entend dans les débats, un outil de décarbonation. À la limite, la décarbonation qu'elles peuvent entraîner est un co-bénéfice. Mais le premier argument en faveur des zones à faible émission est un argument sanitaire. Il y a sur ce point une littérature épidémiologique abondante, convergente. Lorsqu'on fait la revue de cette littérature, il est évident que la mauvaise qualité de l'air est la première cause environnementale de mort prématurée dans le monde, et nous ne pouvons pas, nous, Européens, nous excepter de ce monde. J'ajoute à ça que la littérature progresse, que les connaissances progressent, et que plus elles progressent, plus nous sommes amenés à réviser à la hausse les exigences sanitaires liées à la qualité de l'air, non seulement aux émissions de particules fines, mais également aux émissions d'oxyde d'azote et aux pics d'ozone qui concernent singulièrement les villes françaises, les grandes villes françaises, à certaines périodes de l'année. Donc, nous avons un problème sanitaire, des normes qui vont croissant, et les normes européennes vont certainement pousser les États à rehausser leurs exigences, alors même que la qualité de l'air s'est améliorée, mais insuffisamment. Elle s'est améliorée pour des raisons technologiques, liées notamment aux pots catalytiques, mais insuffisamment pour pouvoir s'ajuster aux recommandations, aux normes européennes et, a fortiori, aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. J'ajoute sur ce point concernant la santé que les premières victimes ne sont pas les populations les plus aisées.
même lorsque les émissions de particules fines et d'oxyde d'azote ou de dioxyde d'azote ont lieu dans les quartiers les plus favorisés, les personnes les plus favorisées ne sont pas celles qui vivent dans les conditions sociales, d'habitat, de logement, etc., qui les prédisposent à être victimes de cette mauvaise qualité de l'air. Les premières victimes sont les plus modestes. Les plus modestes parce que leurs conditions de vie sont telles que la mauvaise qualité de l'air vient s'ajouter à d'autres problèmes et créer, notamment chez les personnes les plus âgées, chez les femmes enceintes, chez les publics les plus vulnérables, des pathologies qui peuvent être passagères, qui peuvent être chroniques ou qui peuvent être graves. Cela étant dit, nous avons maintenant un cadre légal. La Convention citoyenne pour le climat y est pour quelque chose, mais elle n'est pas la seule. La loi L'Homme a été durcie en France, vous le savez, et désormais, les villes, les métropoles qui vont se trouver en irrégularité de façon régulière vont devoir procéder à la mise en place de zones à faible émission plus contraignantes, plus coercitives, notamment sur les catégories des véhicules critères 5, 4, 3, sont les catégories françaises. À l'étranger, vous nous direz, madame, aux Pays-Bas, quelles sont vos catégories. Je sais qu'elles diffèrent à travers l'Europe. Et donc, ces métropoles, en particulier Paris, Lyon, Marseille, qui sont les trois grandes qui sont en infraction de façon régulière, vont devoir réviser leur politique et durcir les conditions d'accès à leurs zones à faible émission. Toutefois, ce que j'observe, c'est que ces métropoles sont allées souvent plus vite que la musique. Quand vous regardez le cadre légal, les obligations légales et les projets qu'elles ont mis en place, elles sont allées souvent au-delà et probablement trop vite. Et aujourd'hui, elles rétropédalent. Certaines d'entre elles disent, bon, bah, finalement, les critères 3, on verra un peu plus tard, etc. Donc nous avons besoin de nous ajuster. Désormais, nous entrons dans une phase où j'espère la question ne sera plus il faut supprimer les ZFE ou les suspendre, mais comment on fait, comment on les met en place. Et pour ça, je crois que la première chose à faire, et qui malheureusement n'est pas encore faite bien souvent, c'est de demander aux collectivités, avec le concours de l'État, avec la collaboration active de l'État, de faire le compte des publics qui risquent d'être les plus en difficulté. Et je peux vous assurer, je ne vais pas citer de métropole ici pour ne pas être désagréable, mais il m'est arrivé de poser la question à plusieurs d'entre elles. Avez-vous fait le compte des gens qui, vivant à 20, 30 km du centre de la métropole, ayant des véhicules d'occasion, anciens, et devant chaque jour faire la navette entre le centre et la périphérie, avez-vous fait le compte de ces gens qui demain risquent d'être en grande difficulté et qui souvent ne sont pas riches? Et la réponse est non. Le plus souvent, la réponse est non. Non, nous n'avons pas fait. Comment feriez-vous? Ce n'est pas très très compliqué. Nous avons des statistiques d'immatriculation, nous connaissons les catégories de véhicules, nous connaissons les résidences des gens qui les possèdent. Ce que nous ne connaissons pas, c'est leur parcours quotidien, leur mobilité quotidienne. Et dans ce pays où on s'est beaucoup intéressé à la décarbonation des mobilités longues et trop peu aux mobilités du quotidien, c'est précisément ça, aujourd'hui, l'objet de la discussion. Et donc, première chose, faire le tour des besoins et des risques. Deuxième chose, comment aménager tout ça? Je serai très attentif à ce que vous allez dire concernant Amsterdam. Nous avons observé Bruxelles, Madrid, Londres et Berlin. Et quand vous regardez ces différentes ZFE, il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Londres, c'est immense, Berlin, c'est petit. Certains ont décidé un périmètre dès le départ et ne l'ont pas bougé, d'autres ont élargi le périmètre. Certains avaient des ambitions très élevées et les ont revues à la baisse en fonction de la pollution. Certains ont accordé des crédits d'entrée dans la ZFE à concurrence d'un certain nombre de fois par an. Bon. Certains ont mis des péages, certains ont mis des interdictions. Bien des systèmes existent. Mais regardons ce qui a été fait ailleurs en Europe. Ça a parfois très bien marché. Et puis parfois, ça a créé des complexités. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, bien sûr, la loi laisse beaucoup de marge, beaucoup de latitude aux collectivités pour dessiner leur girafe comme elles le voudront. Je ne suis pas sûr que cette expression existe en néerlandais. Dessiner sa girafe comme on veut, ça veut dire faire ce qu'on veut.
il y a bien des possibilités, en effet, de faire. Mais il faut activement réfléchir aux substitutions que nous serons en capacité d'offrir à ceux qui seront demain en difficulté. Et là, il faut faire de la géographie. Il faut faire de la géographie parce que la voiture électrique, ça peut être une solution dans certains contextes et pas dans d'autres. Le car express haute fréquence, sur des axes très fréquentés, c'est parfois la solution la moins coûteuse, la plus rapide et dont les infrastructures sont là, elles existent déjà. Ce n'est pas un RER métropolitain dont il faut tirer les rails. Bon. Le rail, ça peut être aussi une solution quand les coûts d'infrastructure ne sont pas trop élevés. Bon. Il faut regarder précisément les choses et investir rapidement sur les solutions les moins chères, ayant les coûts d'abattement les plus faibles et permettant de véhiculer demain la plus grande partie de la population à laquelle il faudra offrir des services. Jusqu'ici, les efforts de mobilité, de transport en commun que nous les avons faits dans le cœur des agglomérations et insuffisamment dans la périphérie. Il ne faut pas mettre des transports en commun là où il n'y a pas possibilité de les remplir. Mais sur certains axes, on peut les remplir. Regardez 3 exemples sur les cars express haute fréquence. La ligne Dourdan-Massy en banlieue parisienne, la ligne Voiron-Grenoble dans l'Isère et la ligne Aix-Marseille. On a mis des bus, ils ont été plébiscités, ils ne sont pas chers, ils sont fréquents, ils sont pleins matin, midi et soir, et ils doublent les voitures sur des voies réservées sur l'autoroute. Franchement, on vous aurait raconté cette histoire il y a 20 ans, vous n'y auriez pas cru. Eh bien, c'est peut-être la solution dans ces géographies-là, dans ces territoires-là. Je ne veux pas être trop long, mais je crois qu'il faut commencer rapidement à faire le tour des besoins, à œuvrer à des substitutions, avec l'État, pas tout seul. Il y a des choses que les collectivités ne pourront pas faire seules, c'est certain. Et ne pas s'emballer trop facilement sur les solutions qui paraissent a priori les meilleures. Un mot quand même sur l'électromobilité. La voiture électrique va rendre des services fantastiques. Mais la montée en puissance du déploiement va prendre du temps, parce que nous n'avons pas toujours, là, tout de suite, les véhicules qui sont nécessaires. Donc il faudra du temps. Ensuite, probablement, ce n'est pas une bonne idée de remplacer toutes les voitures thermiques par des voitures électriques, parce qu'on aurait peut-être réglé la question du carbone et des émissions de particules et des oxydes d'azote, etc., mais on n'aurait pas du tout réglé la question de la congestion urbaine. Bon. Il faut en profiter pour régler plusieurs problèmes en même temps, d'une certaine façon. Donc la voiture électrique, c'est sans doute, et peut-être le leasing social permettra à des publics modestes d'y avoir accès, c'est sans doute une bonne solution dans certains contextes qu'il faut identifier. Et pour le reste, ouvrir au maximum le champ du possible. Voilà quelques-unes des convictions dont je voulais vous faire part ce matin. J'espère que ça permettra d'ouvrir la discussion. Et désormais, je vais vous écouter. Merci à tous. Merci à vous. Je vous laisse regagner. Guillaume, je te propose une première question pour notre invité d'Amsterdam. Josette, a first question for you. How, considering Amsterdam, how did you organize your low emission zone? And a question linked to that, did you have some social problem to organize it or not? No, not at all, of course. So thank you very much for having me here today. So if we look at how we started in the city of Amsterdam, we started with a vision, actually. So we communicated that vision of emission-free Amsterdam 2030 already in 2008. And we've been continuously talking and discussing that vision with all sorts of stakeholders in Amsterdam. And in 2008, we started with our first low-emission zone, which is within the periferiek, if you can say that, the very small periferiek in Amsterdam. And what was done there is that we started with very old diesel cars. And actually, almost everybody agreed that those cars were so much polluting that it was a good thing to start with those. So we started in very low emission class vehicles, especially trucks, cabs that are driving around a lot. We started sending out letters when people were entering that zone
So we were warning them for a year. You're doing something which will not be allowed anymore or is already not allowed anymore. Within a year, we'll start sending you fines. So we have hundreds and hundreds of cameras. So every time you go out of the périphérique, you go into the city area, you will receive a fine. So there's no discussion if we're controlling or less controlling, or if the air at that moment in time, if the pollution is high or low, you will always get that fine. And from that moment in 2008, we've been gradually, I think that was said this morning as well, so the agility of taking small steps towards that 2030 goal, we've been increasing basically the levels, the emission class levels every few years. And the interesting thing now, today, and this month, is that next month we'll go to our college of mayor and aldermen, and we will propose them the plan for 2025. Because 2025 is a very important point in Amsterdam. From that moment, any new cars, any new registered cars, will no longer be allowed within the périphérique of Amsterdam. So then you need to think of cabs, trucks, vans, but also scooters. And that will be the first starting point. Of course, for existing cars, we will have some transition regulations in place all the way up to 2030. But this for us is the big step, and we're expecting to implement that in 2025. But as Thierry Pech asked you, there is no link with Twitter or CO2 in your low emission zone. There is nothing like that. No, there is a link with CO2 calculation. So our plan to become emission-free in 2030 is contributing around 11% of our CO2 reduction. So there is a link in there, but the way how we're discussing this and contributing to this is mainly because of the air pollution. You mentioned the situation of PM2.5, for example, for unborn children, children that are playing outside a lot, having asthma, people with COPD. There's a lot of more knowledge about that nowadays. So from 2008 to 2020, we've organized with the low emission zone to be applying to the European standards, the current European standards. But now, of course, we know from the WHO, we know that there's new laws upcoming. So we're preparing to be ready for that, because if that would be implemented today, we would not meet them in Amsterdam as well. Thanks. You can react with our guests. Oui, si vous souhaitez prendre la parole, allez-y. Marie Chéron, je voulais vous poser une question assez simple. Que vous inspire l'expérience amsterdamoise? Qu'en pensez-vous? On voit dans le processus que ça s'étale sur quasiment 20 ans déjà. C'est très progressif et ça semble être assez efficace en termes d'acceptabilité sociale. C'est un exemple assez probant de ce qui peut se passer en Europe et qui nous permet de prendre le recul nécessaire, puisqu'effectivement, je rappelle que l'idée de la zone à faible émission, elle a quelques années déjà, elle remonte à la fin des années 90. C'est les Suédois qui avaient mis cette idée-là sur la table en expérimentant. Et puis progressivement, le mot précisément low emission zone est arrivé en 2008 avec la zone à Londres. Et on a aujourd'hui en Europe environ 300 expériences. Et d'ici 2025, on devrait en avoir à peu près 500. Parce qu'on a là dernièrement une vague récente de nouvelles annonces, avec notamment du coup l'arrivée des zones à faible émission en France, mais aussi en Espagne, puisqu'ils ont mis en place, ils ont eux aussi une loi sur le climat qui date de 2021, et également une dynamique en Pologne. Et donc on voit que c'est vraiment une dynamique très collective, donc c'est pas un problème franco-français. Donc c'est vraiment important de regarder un petit peu autour de nous les différentes formes que ça peut prendre. Et on voit effectivement, et Thierry Pech a insisté dessus en introduction, ça peut prendre des formes très très différentes. Donc il faut vraiment arriver à adapter la nécessité d'interdire à un moment donné la circulation des véhicules les plus polluants avec le contexte territorial et les solutions les plus pertinentes qui doivent être mises en place.
Si on regarde effectivement Londres, qui est parti d'une interdiction sur un cœur de ville et puis qui progressivement l'étend, avec des mesures un peu différenciées. Eux, ils ont mis un péage, c'est payant, du coup, pour rentrer dans la zone du Grand Londres. Donc ça, c'est assez particulier. C'est à peu près le seul exemple qu'on a qui soit payant. On a d'autres systèmes où tout de suite, ça a été beaucoup plus planifié. Alors que typiquement à Londres, chaque étape est négociée. Un peu comme ce que vous disiez, c'est important dans certains pays, c'est vraiment renégocier à chaque étape. D'abord, on met en place... Négocier avec qui, pardon? Avec les citoyens, avec les parties prenantes, avec les parties prenantes représentatives. Ça peut être les automobilistes, les usagers des transports. Et il y a à chaque fois les usagers de la ville et les résidents. Puisque les résidents n'ont pas la même place à chaque fois dans chaque ville. Dans d'autres États, on prend par exemple l'exemple de Bruxelles, il y a une planification qui va sur 20 ans. Eux, ils ont planifié jusqu'en quasi 2040, avec des niveaux d'interdiction qui sont déjà très prévisibles. Donc on voit bien que les formes, elles peuvent varier. Donc je crois que ça doit nous alerter sur le fait qu'aujourd'hui, en France, on a effectivement peut-être plus une difficulté de méthode que d'objectifs. Donc vraiment, encore une fois, à revenir sur la méthode et l'adapter mieux, on a vraiment besoin de renforcer le dialogue sur ce sujet. Et puis, ça nous donne aussi un peu de recul. On voit aujourd'hui que pour rentrer dans Londres, il faut avoir un diesel Euro 6 ou un essence Euro 4 ou un électrique à minima. Donc, on est sur un niveau d'exigence qui est bien plus élevé que ce qu'on peut voir dans la réglementation française. Mais Marie, le diesel Euro 6, il n'est pas possible chez nous. Excusez-moi, Moi, je veux bien. Hein. Excusez-moi. C'est les diesel Euro 1. Non, okay. Il faut un Euro 1. D'accord. Et voilà. Étienne Chauffour, tu parcours la France entière pour ces ZFE. Tu n'arrêtes jamais. Avec Guillaume, on a déjà fait quelques débats avec toi. Est-ce que le cas d'Amsterdam ne t'impressionne pas? Est-ce que tu n'es pas en train de te dire je vais aller faire un séjour à Amsterdam pour comprendre pourquoi ça marche chez eux? Alors, Étienne. De manière très égoïste, j'adore faire des séjours à Amsterdam. Et c'est vrai qu'Amsterdam, au plan professionnel, nous guide dans beaucoup de domaines. Les émissions, mais également une forme d'acceptabilité du partage de l'espace public. Le fait qu'à Amsterdam, l'usage du vélo, l'usage soit quelque chose qui soit assez naturel, alors qu'en France, on en est encore à faire des référendums pour savoir si on laïque ou pas les trottinettes. Je pense qu'Amsterdam a beaucoup d'avance sur nous. Après, ce n'est pas si simple que cela. Pourquoi? Si aujourd'hui, on veut être responsable, à la fois, il ne faut pas reculer devant la loi. Aujourd'hui, on ne peut pas dire on a plus de 40 000 morts par an et on ne met pas en œuvre les ZFE. Et en même temps, il faut que la mise en œuvre de cette loi soit rendue acceptable dans les territoires. Tout à l'heure, ça a été bien expliqué par M. Pech. Vous avez des habitants qui n'habitent pas obligatoirement un territoire de ZFE, mais qui habitent le territoire voisin, qui va être, mettons, à 30 km. Là aussi, je vous donne un petit élément. 50% des émissions d'un territoire urbain sont des parcours de plus d'une demi-heure. Autrement dit, la moitié de nos usagers dans une métropole viennent de plus loin que la métropole. On va dire à ces usagers-là, écoutez, voilà, on va vous le dire gentiment, mais depuis des années, vous n'avez plus quasiment accès aux services de proximité. Vous devez venir en cœur de ville pour la santé, pour les études supérieures, pour la culture, parfois pour l'emploi, etc. Mais pas de bol, parce que quand même, vous êtes des méchants pollueurs. Donc, cette obligation-là, vous n'aurez pas le droit de la réaliser. Et c'est un vrai problème. Aujourd'hui, les mobilités sont un des facteurs les plus excluants en France. Et pour revenir sur des aspects, je vais illustrer très simplement, vous êtes en situation de grande précarité. Ça va être très compliqué de changer de véhicule. Vous n'en aurez pas les moyens. Mais si vous avez à votre porte un tram, un bus, etc., ça va vous poser un problème de liberté, peut-être de vacances, mais malgré tout, vous ne serez pas dans l'obligation de vous résoudre à l'isolement. Vous avez la même situation de précarité, mais vous n'avez pas de plan B en matière de mobilité. À ce moment-là, vous doublez, entre guillemets, les facteurs d'isolement. C'est pour ça que France Urbaine a travaillé sur deux aspects. Le premier, c'est que la réflexion
sur l'accompagnement des ZFE et l'acceptabilité. J'insiste sur ce mot-là. On peut faire toutes les lois environnementales. Si elles ne sont pas acceptables, on va renoncer, on va revenir en arrière. Donc il faut qu'on fasse en sorte que ce ne soit pas Duralex, Sedlex, mais que les gens le comprennent. Donc le territoire... Encore 2 mots. Non, mais quand tu dis ça, ça veut dire qu'il aurait peut-être fallu réfléchir à la loi avant de la voter. Oui, si j'étais législateur, peut-être qu'on aurait des avantages. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne suis pas un gilet jaune, mais je te dis ça en réagissant par rapport. Je ne sais pas. Je sais que c'est une discussion que nous avons déjà eue. Oui. Faire des études d'impact qui durent 10 ans avant de mettre en œuvre une loi, c'est parfois une moins bonne solution que de voter la loi et de trouver les conditions pour la mettre en œuvre de manière qualitative dans les territoires. Moi, je n'ai pas d'avis sur les législateurs, mais on peut non pas faire évoluer la loi, mais la rendre acceptable. 2 exemples. Je vous parlais des territoires voisins. Si demain, on considère que tout ce qui relève des aides, du rétrofit, de l'accompagnement des véhicules, des flottes en leasing social, etc., ne concerne pas seulement le territoire de la ZFE, mais le territoire voisin. Parce qu'on crée une alliance des territoires. Par rapport à ça, déjà, on aura franchi un grand pas. Un message que je passe d'ailleurs aux représentants de l'État. Il y a quand même un paradoxe. La ZFE est mise en œuvre dans un territoire. Ça veut dire qu'on assume nos responsabilités, y compris la responsabilité de l'impopularité. En revanche, l'État arrive avec les aides en disant « mais nous, on est les gentils, et on vous donne les aides ». Nous, on dit « mais attendez, soyons simples ». Alors même qu'on a 60% de non-recours, on a 60% des usagers qui pourraient bénéficier des aides de l'État et qui ne vont pas les réclamer. Confions au territoire, sous forme de guichet unique, la gestion totale de ces aides pour les gérer de manière beaucoup plus harmonisée par rapport à un territoire et d'intégrer le territoire voisin. La même chose en termes d'alternative à l'autosolisme. Si on veut que les ZFE fonctionnent, il faut qu'on se mette autour de la table. On a parlé des bus express, les mobilités longues du quotidien. Alors je prendrai pas l'exemple... on ne peut plus t'arrêter. Comment ? On ne peut plus t'arrêter. Bon, non, mais c'est vrai en plus que je suis parti là-dessus, ça peut durer des heures. Donc voilà. Et tout ce travail pour dire le plan B existe et j'ai fini. Alors, tu es optimiste, Guillaume. Oui, Yann Verling, vous représentez le politique ici. Je crois que vous êtes le seul élu. C'est vous qui allez devoir nous dire quelles sont les conditions de mise en œuvre possible d'une ZFE en France. Alors, vous êtes élu de l'Île-de-France, qui n'est pas un territoire complètement urbanisé, contrairement à ce qu'on pense parfois. Il y a aussi du périurbain et de la ruralité en Île-de-France. Donc vous maîtrisez ce sujet. Mais au regard de ce qui a été dit, comment vous envisageriez la possibilité de mettre une ZFE en place à peu près sereinement dans notre beau pays ? Alors, d'abord, merci M. Chauffour d'avoir pointé un sujet très important sur les aides, qu'aujourd'hui la lisibilité de ces aides est tellement confuse qu'effectivement, une des solutions serait effectivement de confier aux collectivités locales, et notamment aux régions, le soin d'organiser ces aides et de les déployer. Bon, parenthèse fermée. Le problème que moi je perçois aujourd'hui, et je vais peut-être faire l'écolo qui n'est pas tout à fait l'écolo auquel on s'attend, c'est que moi, quand je vois comment on a décidé la mise en place des ZFE en France, en tout cas, on est sur la métropole francilienne. Vous avez raison de souligner que ce n'est pas une métropole urbanisée autant qu'on le croit. C'est 25% du territoire est urbanisé en Île-de-France, 50% le reste c'est de l'agriculture et les 25% restants c'est de la forêt. Donc c'est pas tant que ça, mais c'est quand même concentré. C'est sur la partie centrale avec la première couronne notamment qui est concernée. Et c'est ça la ZFE d'ailleurs aujourd'hui. Le périmètre est très important. C'est peut-être plus important qu'à Amsterdam. Donc le périmètre est très important. Ensuite, il y a le calendrier. Il faut quand même se rendre compte que le législateur a décidé que nous allions exclure une gamme, un critère, chaque année. Chaque année. Chaque mois de juillet, on exclut un nouveau critère. Là, c'est tout de suite, là, en juin, ça va être le critère 3 qui va être exclu de la ZFE, si on ne le reporte pas. Je pense qu'on va le reporter. Et ensuite, l'année prochaine, c'est le critère 2. Donc c'est très brutal. Alors tout à l'heure, M. Pech, vous avez dit qu'on n'avait pas les chiffres. Moi, j'en ai quelques-uns des chiffres. Aujourd'hui, la situation actuelle, exclusion des critères 4 et 5 de la ZFE francilienne,
c'est 600 000 véhicules en Île-de-France qui sont concernés. Là, en juillet, quand on va appliquer l'exclusion des critères 3, ce sera 1,8 million de véhicules qui ne pourront plus circuler dans ce périmètre, qui est le périmètre urbain d'Île-de-France. Le gros des 25%, il est dans cette partie-là. Juste une chose, M. Verling. Actuellement, il y a une ZFE, oui. Il n'y a pas de contrôle. Alors, par ailleurs, il y a la question du contrôle. Vous avez raison. Non, mais on est dans une situation de... On est dans le paradoxe total. On est peut-être dans une situation un peu franco-française où on met en place une règle et on ne met pas, les solutions pour la vérifier, pour vérifier sa mise en œuvre. Et effectivement, aujourd'hui, il ne faut pas dire trop fort parce que sinon, les critères 4 et 5 vont se remettre à circuler ici. Mais c'est vrai que ce n'est pas contrôlé. Ils le font déjà. Ils le font déjà, je le sais bien. Mais aujourd'hui, ça n'est pas contrôlé. Et par exemple, un système automatique de vérification à l'entrée du périmètre ZFE n'est pas mis en place, faute d'homologation des systèmes de contrôle. Mais l'affaire, cette histoire d'obligation sans sanction, ça procède en réalité d'une peur politique de la ZFE, au fond. Alors, vous avez raison de noter que, bien évidemment, quand je vous ai donné les chiffres de 600 000 véhicules concernés aujourd'hui déjà, qui peuvent effectivement en grande partie continuer à circuler parce qu'ils ne sont pas contrôlés. Mais enfin, il y a quand même beaucoup de citoyens qui respectent les règles. Il ne faut pas trop caricaturer non plus. Mais demain, 1,8 million, bien évidemment qu'on a un petit sujet social. On a un petit sujet qui est de se dire que si on commence à verbaliser 1,8 million de véhicules, on ne va pas s'en sortir. Et évidemment, il y aura quelques frondes. Donc ça ne va pas marcher. Tout cela doit quand même nous conduire à, acter une première chose. Et ça, je pense que c'est important qu'on reste sur un consensus politique le plus large possible, même s'il est ébréché aujourd'hui, c'est que les ZFE restent quand même le seul outil réglementaire dont on dispose pour tenter de réduire la pollution de l'air, qui est un fléau sanitaire. Il faut quand même qu'on reste à peu près stable là-dessus, même si, vous l'avez signalé, M. Pech, il y a des formations politiques aujourd'hui qui veulent revenir en arrière. Donc ça, c'est important de le rappeler. Mais maintenant, effectivement, le sujet, c'est comment on le met en œuvre. Et si vous me permettez de souligner un point, puisque je sais qu'ici, on est sur un périmètre de débat sur les questions des mobilités, quelques autres chiffres quand même. Les particules fines, dont on parle beaucoup, aujourd'hui, la responsabilité du secteur routier, c'est 23% des émissions des particules fines en Île-de-France. 23% seulement, si je puis dire. Le reste, c'est 33%, c'est d'origine du bâti. Les particules fines viennent du bâti. En 33%, c'est la majorité d'origine des particules fines viennent du bâti. Ensuite, c'est l'agriculture à 17% et les chantiers à hauteur de 16%. C'est juste pour vous dire que bien sûr qu'il faut qu'on agisse sur la circulation automobile et les ZFE sont un outil réglementaire qu'il faut réussir à mettre en œuvre mieux. Mais il faut aussi agir sur les autres secteurs. Et au niveau de la région Île-de-France, nous avons la semaine dernière, c'est très frais, adopté un nouveau plan R qui va agir aussi sur le bâti, avec notamment la confirmation d'un dispositif sur le remplacement du chauffage au bois par des solutions moins émettrices, parce que quand je dis bâti, c'est le chauffage au bois. On ne s'en rend pas compte, mais en Île-de-France, c'est le chauffage au bois qui contribue à autour de 33% des émissions de polluants de particules fines. Donc il faut agir sur ce secteur-là, et il faut aussi agir sur l'agriculture, qui par période de l'année, ce n'est pas tout au long de l'année, c'est une moyenne 17%, mais il y a des moments au printemps où c'est majoritaire, où c'est l'agriculture et l'épandage d'engrais qui est responsable des particules. On abordera les questions strictement franciliennes dans un second temps. Non, mais je crois que ces chiffres-là sont propres à beaucoup d'autres territoires. Hein. Lorsque vous dites ça, quand même, je suis d'accord avec ce que vous dites, c'est des stats, mais lorsque vous dites ça, le monde automobile qui est déjà un peu réticent avec tout ça, ça le rassure, il se dit, après tout, ça va. Et je ne suis pas sûr que ce soit intéressant de dire ça au monde automobile. Mais bon, c'était ma remarque. J'essaie d'être factuel. Thierry Pech, réagir. Non, juste pour dire, ce n'est pas ces chiffres-là qui nous manquent, Yann Verling. Ceux que vous avez cités, on les connaît. Ils sont liés aux statistiques des immatriculations, donc on sait très bien combien il y en a. La question, c'est parmi ceux qui ont un critère 3 et qui vivent en dehors de la ZFE, combien ont besoin du véhicule pour y entrer tous les jours? Il y a des gens qui n'ont pas besoin, qui vivent en dehors, mais qui ne pénètrent pas. C'est ce compte-là qu'il faut faire. Et le maire de Lyon a compté, et donc il a retardé. Non, mais à la limite, retarder 6 mois, 1 an, c'est pas grave. Savoir comment on peut aider les gens qui vont être en difficulté, c'est ça qu'on cherche au fond. Et cet inventaire-là, il n'est pas fait. Il n'est pas facile à faire d'ailleurs. Mais il faut le faire précisément. Et une fois qu'on a identifié ceux qui sont concernés, identifier ceux qui, parmi ceux qui sont concernés, ont vraiment besoin d'aide et de quelle aide ils ont besoin. C'est ce travail-là qui n'est pas fait. C'est ce que je voulais ajouter.
Dorothée, tu représentes Mobiliance, la filière aval de l'automobile, tous les métiers, les 22, je crois, métiers de l'automobile. Est-ce que c'est possible en France de mettre en place des ZFE? Ça marche à Amsterdam, et puis là, on arrive sur des bases d'une loi qui paraît complexe. Alors, nous, on représente tous ces métiers qui sont au contact des Français, des services de l'automobile. Donc, on a les concessionnaires automobiles, la réparation automobile, le contrôle technique. Donc, effectivement, on a vraiment le pouls des Français sur le terrain, en fait, puisque nous, on n'est pas du tout industriel. On est vraiment toutes ces PME sur le territoire. Nous, on a fait des études sur l'information des Français sur les ZFE, et puis on les voit au quotidien dans nos métiers. Aujourd'hui, ce qu'on voit par rapport à une étude qu'on a menée, CSA l'an dernier, 71% des Français ne savent pas ce que c'est qu'une ZFE aujourd'hui. Donc il y a quand même un sujet d'information et de concertation, et j'en reviens au sujet de l'exemple d'Amsterdam. J'ai l'impression que ce travail de concertation, il a été fait, alors qu'en France, c'est vrai qu'on a voté la loi, mais à côté de ça, il n'y a pas eu de travail de concertation vraiment. Enfin, nous semble-t-il, puisqu'on le voit dans nos métiers, nous, on est au quotidien, on les informe, nos usagers, et en fait, ils ne sont pas au courant, tout simplement. Après, il y a une question de transition du parc. Aujourd'hui, il faut savoir que tous les Français n'ont pas les moyens de renouveler leurs véhicules. On a aussi fait des études sur ce sujet. Aujourd'hui, il y a à peu près 36% des Français qui sont implantés dans les ZFE qui n'ont pas les moyens en fait, d'acheter un véhicule. Donc il faut déployer des solutions de transition sur les années qui viennent pour leur donner les moyens d'avoir une mobilité au sein de ces métropoles. Donc ça, c'est vraiment l'un des sujets. Nous, on suit beaucoup avec le gouvernement tous les dispositifs de renouvellement du parc. Il faut que ces dispositifs ils soient complètement adaptés au déploiement de solutions de mobilité des Français. Par exemple, le leasing social, le bonus, la prime à la conversion, ce sont d'excellents outils, mais il faut aussi qu'ils soient adaptés aux publics qui ont les moyens de s'acheter un véhicule. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on voit que ces dispositifs, par exemple, ça va être des Français qui gagnent des revenus fiscaux, alors je ne veux pas rentrer dans la technique, mais 6 500 ou 14 000 euros par an, en fait, ces personnes-là, elles n'ont pas forcément les moyens d'acheter un véhicule. C'est pour ça que nous, on dit qu'il faut développer des dispositifs complémentaires. Par exemple, peut-être refondre la vignette critère. Aujourd'hui, refondre la vignette critère. La vignette critère, elle est sur la date d'immatriculation du véhicule, sur la motorisation. Est-ce qu'il ne faudrait pas développer des politiques complémentaires sur l'entretien du parc ? Aujourd'hui, c'est vrai que les 5 dernières années, on a beaucoup vu effectivement des aides. Cette année, il y a 1,3 milliard que donne le gouvernement pour le renouvellement du parc, mais il faut déployer des solutions complémentaires. Et ensuite, ce qu'on voit aussi par rapport aux exemples en Europe, c'est qu'il y a des ZFE qui se déploient depuis 10-15 ans. Nous, on n'en est qu'au démarrage, en fait. Et il n'y a pas eu de déploiement d'infrastructures. Nous, on a les métiers du vélo, par exemple, chez nous. Aujourd'hui, par rapport à Amsterdam, c'est criant, les infrastructures ne sont pas développées et il y a vraiment un sujet. On l'a vu sur l'exemple des trottinettes. Il y a besoin d'une régulation en fait et d'un accompagnement des Français. Et en fait, c'est pas une seule solution, c'est une multiplicité de solutions en fait qu'il faut trouver et une bonne coordination entre l'État et les métropoles. Et c'est ça aussi qu'on pointe aujourd'hui, c'est que n'est pas forcément très, très bien coordonné, y compris au niveau budgétaire, puisqu'il faut aussi que les métropoles et les régions, elles aient les moyens de développer des infrastructures. Thierry Pêche, vous voulez une réaction de votre part sur les exemples qui nous ont été donnés? Attends, on a Étienne Chauffour Étienne, et Josette. Je n'avais pas vu. Je voudrais réagir sur 4 points. Déjà, sur ce qui vient d'être dit sur les vignettes critères. C'est un sujet majeur. Alors, peut-être par rapport à ce qui a été dit, nous, on porte une question. Aujourd'hui, un véhicule beaucoup plus lourd qu'il l'était il y a une dizaine d'années, même s'il est électrique, est un véhicule qui émet. Le fait de rouler, le fait de freiner, etc. Et c'est une question. Est-ce qu'on peut considérer comme ça que tout véhicule électrique est vertueux pour des raisons morales, alors que sur le plan des émissions, ce n'est pas nécessairement une réalité. Donc oui, c'est un point. Après, vous avez tous dit, la loi, elle est venue. Bon, il faut se souvenir, la LOM, au départ, n'avait pas prévu de traiter des ZFE. Et j'ai participé au groupe Miroir bien avant son vote. Les ZFE se sont invités lorsque la France a été condamnée par la Cour européenne de justice. Donc évidemment, il y a une réaction qui était sans doute légitime du gouvernement, qui a été de dire dans les territoires qui ont dépassé les seuils, est-ce que vous êtes prêts à vous engager avant même
que la loi soit votée, à mettre en place des zones à faible émission de manière à ce qu'on puisse apporter une réponse européenne. Est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien? Moi, j'ai tendance à dire qu'il fallait bien qu'on apporte une réponse. Troisième élément, évidemment, ça marche bien à Amsterdam, à Stockholm, etc. Mais vous allez expliquer à un habitant de Bordeaux qui ne sait pas ce que c'est qu'une ZFE, qui ne sait même pas ce que c'est qu'une vignette critère, et on lui dit, bah, écoutez, soyez content, vous aurez une ZFE parce que ça marche à Berlin, à Amsterdam, à Stockholm, il va vous rigoler au nez. Il va dire, c'est pas ça le sujet. Et le dernier élément, les accompagnements. Vous avez bien aimé l'intervention de Mobiliance parce qu'aujourd'hui, je vais vous prendre deux exemples. On sait que les petits acteurs économiques, les artisans, les commerçants, etc., auront besoin de changer de véhicule et probablement pour des véhicules d'occasion, parce que le neuf n'est pas à leur portée. Si aujourd'hui, on n'aide pas les critères 2, par exemple, aujourd'hui, les flottes d'occasion sur du critère 0, c'est rien. Il n'y a quasiment rien. Sur du critère 1, il y a très peu de choses. Donc il faut aller jusqu'au critère 2 pour réellement aider. Toutes ces évolutions-là sont des évolutions qui n'ont pas été mises en œuvre. Dernier élément par rapport à ce que disait Yann Verling, est-ce qu'il faut que ce soit les régions? L'Île-de-France, c'est une situation un peu particulière parce que la compétence mobilité, c'est Île-de-France Mobilité Région. Dans les autres territoires, moi j'ai tendance à dire qu'il faut qu'on soit le plus près possible du pôle de ZFE et des territoires concernés. Peut-être là où on décide d'une ZFE et les territoires voisins. Merci. Josette, you want to react? Yes, I think we need to be very careful of not excluding people by enhancing the ZE zones. That's very important. I do believe that in Amsterdam, what helped a lot is that the parking, the levels, the tariffs of the parking are so high. And people in the Netherlands, they're very keen on how they spend their money. So it's not so much communicating about the zone, it's actually communicating all the time how expensive it is to go by car into the city center of Amsterdam. Everybody in the Netherlands knows that if you are traveling to Amsterdam, that you're leaving your car behind near the periferiek. Because parking within the periferiek is immensely expensive. And that, I think, was the angle that we took. That's what made people realize, okay, I need to park my car outside. Next to that, we've been providing, as a government, we've been providing free parking outside of the periphery. So if you can show that you use a ticket in public transport, you go back to your car, normally you would pay 40 euros, 50 euros a day, then you would pay 5 or 8 euros. That really helps. Then, of course, we also have logistics. And, of course, that requires a lot of negotiation, a lot of discussion. So it's not like we come up with a policy and we say, okay, this is what it's going to be. We actually ask the stakeholders, how do you imagine, what's possible for you towards 2030? So they will tell us if a car or truck or a van is more than 8 or 10 years old, then for us it's okay to go to the next big thing. So that will be electric in most of the cases. How many time did you spend to negotiate? Yeah, so in the Netherlands we even have a word for that. It's called polderen. It's basically you always put a draft or a concept in front of your stakeholders. You never provide any done and dusted policy. You always ask the stakeholders what would their idea of the policy be. From that, you start the negotiation and then you meet each other somewhere in the middle. That's typically Dutch way of negotiating. What for us is very important is that for every new car, if you are okay to buy a new car or a new truck or a new van, you know with 2030 upcoming that it should be electric. So that's the easiest way to basically take something away from people that have a car in Amsterdam. There you need a transition path. But basically closing the tap, decreasing the problem of more fossil cars coming into Amsterdam, that we are stopping. Thierry Pêche, au regard de ce que vous avez entendu, on peut se dire qu'on peut comparer Amsterdam à Paris, à Londres, que sais-je, toutes ces métropoles. En France, il y a 40 villes qui sont concernées par une ZFE. Toutes les villes de plus de 100 000 habitants. Certaines d'entre elles sont arrêtées des petits centres-villes, au milieu d'une périurbanité pas très dense.
et d'une ruralité par définition encore moins dense. Est-ce que ça a un sens d'implanter une ZFE à Reims, à Amiens? Est-ce qu'il faut fonctionner différemment, distinguer un peu plus les choses pour s'éviter d'avancer d'un même pas, comme si on parlait aux mêmes métropoles, qui n'en sont pas en réalité? Ce ne sont même pas des métropoles de second rang, ce sont des grosses villes. Mais le cadre légal ne fait pas du tout les mêmes obligations à toutes les villes. En réalité, ce qui est écrit dans la loi climat et résilience, c'est que toutes ces villes, je crois que c'est pas 100 000 habitants, c'est 150 000 habitants. 150 000, oui. 150 000 habitants. Il y en a 43 en France. 43, c'est ça. Toutes les villes de plus de 150 000 habitants doivent mettre en place une ZFE. Mais ça représente 18 millions de véhicules à 2025. Voilà. Et quelque chose comme 25 ou 30 millions de Français. Hein. Ça abrite 25 ou 30 millions de Français. Bon, alors on va arrêter le déluge de statistiques. La question, c'est quelles contraintes sont associées à ces ZFE? Dans le cas de Paris, Lyon, Marseille, qui sont les 3 agglomérations les plus problématiques, il y a des contraintes très fortes qui ont été ajoutées à ce qu'imposait l'homme par la loi climat et résilience, parce qu'on est dans des situations un peu critiques. Pas tellement sur les particules fines, où on a réussi à baisser beaucoup, mais sur les oxydes d'azote et l'ozone. Mais pour Reims, je ne connais pas le cas de Reims, mais disons Nancy, on peut très bien imaginer des ZFE très peu coercitives. Ah bah Reims, c'est simple, c'est autour de la cathédrale. Bon. Non, mais c'est pas seulement le périmètre. C'est plus complexe que ça. D'abord, il y a un décret là-dessus qui a été publié par le gouvernement. Je crois qu'il faut que la ZFE englobe au moins 50% de l'intercommunalité, de l'EPCI. Donc ça ne peut pas être juste autour de la cathédrale. Ça ne va pas passer. Hein. Dites-le à vos amis rémois. Non, ça ne marchera pas. Je pense que ça a été bien négocié, mais bon. Non, ce n'est pas une question de négociation. Maintenant, c'est un décret. Donc c'est de l'ordre de l'obligation réglementaire. Mais rien ne vous oblige à faire une ZFE très coercitive, à dire demain matin, les critères 3, c'est terminé, etc. Ça, par contre, ça ne va pas s'imposer. Par contre, je voudrais quand même rappeler, il y a eu des critiques sur le fait qu'on a fait une loi, on aurait peut-être pu faire autrement, etc. Très bien, mais on a fait une loi, ça a été rappelé par M. Chauffour, parce qu'on avait été condamné. On, c'est qui? C'est pas Paris, Lyon et Marseille qui ont été condamnés, c'est l'État français. Et l'État français n'a pas dit à la métropole de Paris, de Lyon et de Marseille, maintenant, merci de payer l'addition. On parle bien de la loi climat et résilience préparée par Barbara Pompili. Préparée, il y a eu un peu plus de monde que ça. Voilà, quand même. Mais moi, je n'ai pas vu le lien avec ce que vous dites. Non, mais attendez, je pense qu'il y a une confusion. Non. On a d'abord ça n'a rien à voir. On a d'abord la LOM, et la LOM, à l'époque, puisque vous avez parlé de Reims, la LOM aurait pu intégrer 14 territoires au lieu de 11. Parce que Reims, Clermont-Ferrand et Saint-Étienne étaient au départ, dans les conditions de la LOM, en fait, ils avaient dépassé que 2 fois au lieu de 3 consécutives. C'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'immédiatement après, ils mettent en œuvre de manière volontaire la zone à faible émission. C'est le cas de Reims. Les études sont en cours très avancées à Saint-Étienne et à Clermont. Après, je reviens sur votre question. Est-ce que ça vaut la peine de le faire dans, en gros, un petit territoire urbain? On va inverser le problème. On est sur une loi qui permet d'améliorer la santé publique. Est-ce qu'on va dire, on va améliorer la santé publique, mais attention, on va se limiter au centre-ville parce que les banlieues, c'est eux qui se tapent le plus d'émissions, hein, parce qu'ils ont souvent les axes routiers au pied de chez eux, mais eux, on va les exclure. Et puis les territoires, 150 000 habitants, c'est pas rien quand même. Hein. Pour vous donner une idée, la communauté urbaine de Besançon, qui est quand même une assez grosse ville, ne fait pas 150 000 habitants. Donc ça veut dire quand même des grands territoires. Et on va dire dans ces territoires, la santé publique, ça va vous passer à côté. Non, je crois qu'à un moment, il faut accepter l'idée qu'il faut rendre la ZFE acceptable, mais que la santé publique doit s'étendre dans tous les territoires. Et Étienne, ne me dites pas que la question de la santé publique et de l'émission des particules fines est la même à Amiens, à Paris et à Lyon. Et objectivement... Parce qu'il y a un décret en plus qui vient de sortir qui exonère un certain nombre de territoires qui seraient moins touchés par ces... Ça exonère ceux qui n'auraient pas dépassé les seuils de l'OMS. En même temps, régulière. Par rapport aux 43 territoires de ZFE probables, ça peut peut-être concerner 8 ou 9 territoires. Je vous prends un exemple. Une ville atlantique dans laquelle il y a beaucoup de vent.
a priori, il y a peu d'émissions. Brest, la métropole de Brest, ne pourra pas entrer dans les critères d'exonération. Donc malgré tout, ces problématiques d'émissions, même sur des territoires vantés, bretons, etc., se posent. Il ne faut pas totalement ignorer l'impact de santé publique. Josette, you want to react? Yes, I'm realizing that we talk a lot here about laws. And I can only imagine how that would feel in Amsterdam. If we would have this discussion in Amsterdam, a lot of people would be like, oh, if it's pushed upon me, if it's a regulation, then you already start almost like causing a conflict. In Amsterdam, you don't discuss about law. Yeah, we of course we have laws, but we start with a covenant. So we never start from a law. On va aller vivre à Amsterdam. So we are, if you talk about dates and meeting dates and postponing dates, last month, for example, we were in discussion with Uber and we were talking about perhaps delaying and if the cab drivers had enough money after Corona, etc., etc. And a few of those stakeholders, like Uber, they told us, okay, but you've mentioned 2025, so you need to act upon it, government. So that's the way how we are discussing. They are actually pushing us to continue to implement, basically, and live up to our agreed covenant, which has nothing to do or is without any jurisdiction or fines or whatever. It's a covenant in which you say, okay, as a group of organizations, we are agreeing that from a certain moment, we can do stuff. And if things change, then you change the policy, you adjust it, basically, you change the transition period, but some things you basically keep there. So let's see where the space is to meet each other and not start from the law. People are not motivated by laws, right? C'est une très bonne idée. But we are French. Yeah. Alors c'est un des travers de notre pays très, très, très centralisé qu'on connaît bien, mais c'est un travers qui s'aggrave. Ce qui est amusant, c'est qu'on ne le résout pas. On l'a vu encore hier. Oui. Yann voulait intervenir. Oui, non, parce que bon, ça, c'est vrai que c'est pas des habitudes françaises que de se donner le temps de la concertation locale en plus sur des mises en œuvre nationales. Mais il y a peut-être quelques petites remarques que je voulais faire. La première, c'est que il faut vraiment maintenant qu'on arrive effectivement à un consensus, peut-être à l'échelle des zones concernées, sur le calendrier. Parce qu'il y a quelque chose qui est terrible, c'est de changer de calendrier tous les ans. Chaque fois on reporte, les gens n'y voient plus clair. Ils ne savent pas s'ils vont pouvoir encore circuler en juillet ou pas, s'il faut qu'ils changent de véhicule ou pas dans l'année qui vient, etc. Et à force de reporter d'ailleurs ces calendriers, les gens finissent par abandonner l'idée qu'il faut changer de véhicule. Donc ça, c'est important à un moment donné de trouver un consensus, de stabiliser un calendrier, quitte à laisser passer un peu plus dans le temps, se donner plus de temps. En France, on a quand même décidé d'aller très vite. On peut se donner un peu plus de temps aussi pour réussir aussi à mieux communiquer sur ce calendrier, que tout le monde sache bien à quel moment il pourra encore circuler, à quel moment il ne pourra plus circuler, et donc quelle est l'échéance qu'il a devant lui pour changer son véhicule. C'est le premier point. Deuxième point, vous avez cité Uber. Moi, je crois beaucoup au fait qu'il faudrait qu'on ait aussi une différenciation entre le particulier et le professionnel. Nous, on a fait le constat, mais c'est un constat qui est vrai dans toutes les métropoles, c'est que les professionnels circulent plus que les particuliers. Un particulier, il prend sa voiture le matin, il va au travail, il laisse sa voiture stationner toute la journée, le soir, il la reprend pour rentrer chez lui. Donc, il l'utilise 2 fois pendant un temps dédié. Un professionnel, que ce soit un taxi, que ce soit un VTC, que ce soit une petite entreprise d'électricien qui va de client en client, que ce soit un logisticien, un livreur, c'est évidemment une circulation beaucoup plus intense. Et si on pouvait effectivement avoir une différenciation en mettant le paquet sur la transformation et l'électrification notamment des parcs de professionnels, je crois qu'on irait aussi plus vite dans l'atteinte des objectifs. C'est un reproche récurrent que je fais à Étienne. Les professionnels ne sont pas du tout dans la boucle. Et là, nous, au niveau de la région, on a décidé de les aider beaucoup plus vite et beaucoup plus fort sur le changement de véhicule et l'électrification des véhicules. Et le troisième point, c'est, me semble-t-il aussi, de ne pas différencier le neuf de l'occasion.
Je crois qu'une des clés, ça a été cité, pour le reste à charge, pour la capacité des ménages, notamment les plus modestes, à pouvoir acquérir un véhicule électrique, c'est d'avoir beaucoup plus accès à l'occasion. Et sur ce point-là, je crois là aussi qu'on a peut-être quelque chose à travailler avec ceux qui sont peut-être les plus pourvoyeurs de voitures d'occasion, pour les inviter à aller plus vite dans l'électrification de leur parc. Ce sont les loueurs de véhicules. Alors certes, ça met un peu de temps, mais si justement on se donne plus de temps pour la mise en œuvre, si aujourd'hui on met le paquet sur l'aide à ces loueurs à pouvoir électrifier plus leur parc, c'est eux qui mettront beaucoup plus de véhicules d'occasion électriques sur le marché, qui sera du coup un potentiel d'accès à des véhicules électriques pour les ménages les plus modestes. Voilà quelques pistes. Merci Yann Verlig. Marie Chéron, décentralisation, transformation du parc pro. Est-ce que ça vous semble... Alors, modification du calendrier avec des échéances plus précises. Est-ce que ça vous semble de bonne politique pour faire avancer ce sujet chez nous ? Ça fait partie des pistes, en effet. Alors, je vais commencer par rebondir sur effectivement les flottes. C'est dommage qu'on n'ait pas des obligations de conversion plus importantes, plus fortes, plus rapides sur les entreprises. Je rappelle que c'est elles qui mettent la moitié des véhicules neufs sur le marché chaque année et qui vont tourner au bout de 3 ans, 4 ans et qui vont rentrer dans le parc d'occasion. Donc il y a là un outil qui est très simple, c'est d'accélérer le taux de conversion. Bon, ça passerait par la loi encore chez nous, mais ça doit s'accompagner aussi. C'est pas raisonnable dans la mesure où il n'y a pas les véhicules. Alors, il y a un autre sujet derrière qui est la production industrielle, mais l'État a aussi un levier pour accélérer la production industrielle. La production industrielle, ça m'inquiète si vous refaites une loi, déjà que la première n'est pas... Ouais. Enfin bon, je dis, il y a différents leviers, donc vous pouvez accélérer via la loi, vous pouvez l'accélérer aussi via la négociation, comme ça a été fait avec Uber et avec toutes les flottes qui sont sur les territoires. Donc à chaque fois, on ne peut pas compter sur un seul levier. La preuve avec les ZFE, c'est pas la loi qui résout tout, et c'est pas que la négociation au niveau local qui va résoudre, mais on a besoin d'une dynamique globale et d'une mise en cohérence. Et cette mise en cohérence, effectivement, si on a une loi sur les ZFE, si on veut faire du leasing social, il faut qu'on ait une politique industrielle qui aille avec. Donc il y a une mise en cohérence globale de l'ensemble et qui, effectivement, aujourd'hui fait défaut. Je reviendrai juste, par exemple, je vais illustrer sur le leasing social, qui est une mesure qu'on défend, nous, par ailleurs. On attend vraiment que l'État puisse traduire concrètement. Sauf que, typiquement, sur le leasing social, ah bah oui, mais on n'a pas les véhicules. Ah bah oui, mais il y a un levier. Non, c'est pas ce que je vais vous dire sur le leasing social. Le leasing social concerne aujourd'hui 100 000 véhicules et on est à 18 millions de véhicules. Le leasing social ne concerne rien du tout, il n'existe pas encore. Si, ce serait 100 000 véhicules au grand maximum. Voilà. Oui, 100 000, ça peut commencer à 50 000, ça peut passer à 100, ça peut aller à 150. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Pourquoi ? Si parce qu'il n'y a pas les véhicules disponibles. Il y a un autre problème sur le leasing social, c'est qu'on ne sait même pas si un dispositif national serait capable de toucher les cibles. Ça veut dire que si on veut chercher les ménages, la moitié, le bas de la classe moyenne, les ménages un peu précaires, ceux qui sont vraiment dépendants de leur véhicule, comment est-ce qu'on va les toucher ? Les offres de leasing social qui existent aujourd'hui, il y en a sur le marché, mis en place par le Crédit Agricole, par BNP Paribas. Aujourd'hui, ils ont 3 véhicules qui partent en leasing social, 2 d'un côté, 3 de l'autre. Oui, ça ne marche pas. Pourquoi ? Est-ce que vous savez combien coûte en moyenne un véhicule électrique aujourd'hui ? Attendez, juste je finis ce que je veux bien, s'il vous plaît. Non, mais... Juste parce qu'il y a un problème pour aller chercher ces cibles-là qui aujourd'hui ne passent pas par les banques ou ne passent pas par ces acteurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on veut mettre en place un système de leasing social, on a besoin à la fois d'une impulsion nationale, mais aussi d'un dispositif territorial de relais, ce qui signifie qu'il y ait quand même négociation entre les acteurs nationaux et territoriaux avec des transferts de financement qui aujourd'hui n'existent pas. Donc c'est quand même un des points clés. Et après, vous m'interrogiez sur le prix. Oui, il y a une question de prix. Je vous répondrai encore une fois. Oui, parce qu'aujourd'hui, on est sur quel est le prix moyen d'un véhicule électrique aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est 30% plus cher que les véhicules. C'est-à-dire, on est à combien à peu près, d'après vous ? On commence à 30 000 balles. 30 000. Donc ça veut dire que vous pensez faire un leasing social sur 7 ans, c'est ça, d'après ce que j'ai compris, avec un coût à 30 000 euros. C'est impossible ? Non, mais en fait, on ne peut pas se contenter de cette réflexion-là. Christophe, je trouve que là, tu détournes. Ouais, je pense que vous prenez le sujet par le mauvais côté. Donc, si on veut faire du leasing social, il faut activer le levier industriel et il faut aller chercher des véhicules beaucoup moins chers. J'avais la même question pour Thierry Pêche tout à l'heure lorsque je l'ai entendu. Est-ce que je peux vous donner une illustration du leasing social, ce que l'on porte ? Les personnes qui vont être aidées, on met leur véhicule à la casse pour éviter le marché noir. 50% de ces véhicules à la casse sont des véhicules qui sont tout à fait capables de continuer à rouler et d'être transformés
rétrofit, etc., en critère 2. Mais ils ne peuvent pas être revendus pour des raisons évidentes de comportement, de dérive de comportement. Cette flotte-là peut rentrer dans des logiques de leasing social ou de location solidaire. En plus, ça peut être mis en œuvre par les garages solidaires. C'est tout ce travail-là de finesse, un peu de doigté locale qu'il faut qu'on mette en œuvre. Vous avez insisté sur les acteurs locaux. Aujourd'hui, on sait très bien que pour toutes les aides sociales, on a à peu près la moitié de ceux qui en ont le plus besoin qui ne les sollicitent pas. Alors vous imaginez pour les ZFE, c'est un sujet, ils ne savent même pas ce que c'est, et on va leur dire vous avez droit à une aide. Ils vont se retrouver du jour au lendemain avec des PV simplement parce qu'ils n'auront pas sollicité les aides. Donc c'est tout le travail que l'on mène avec tous les acteurs caritatifs, l'UNCAS, le Secours catholique, etc., pour aller au plus près des habitants, pour que les permanences ne soient pas des permanences bleu, blanc, rouge, mais dans les quartiers HLM, pour qu'on fasse tout ce travail, qui est vraiment un travail de quasiment un puzzle territorial. C'est toute cette action-là. Et le dernier élément, je trouve que Christophe est injuste quand il considère que les acteurs économiques ne sont pas concernés. Oui, c'est un problème majeur. Et on en a déjà parlé. Dit, on n'en parle pas assez. Non, on n'en parle pas assez, je suis d'accord. Il y a la question du mix énergétique, il y a la question de la lisibilité des mesures, et il y a la question sur laquelle j'insiste souvent, ce sont les petits acteurs économiques. Parce que d'une certaine manière, les gros acteurs économiques ont besoin de lisibilité, mais ils changent leur flotte régulièrement, simplement parce qu'ils ont un kilométrage élevé. En revanche, si demain, on est dans la situation où parce qu'on n'arrivera pas à rentrer dans nos villes, on n'a plus de livraison de produits frais, on n'a plus d'artisans, on n'a plus de, je sais pas, d'électriciens, de plombiers, etc. Qu'est-ce qu'on va faire? On va déroger. À la fois, on aura une règle et on aura son exception. Donc, il faut qu'on arrive à répondre à cet enjeu-là. Je suis assez d'accord. Est-ce qu'il faut alléger les délais pour qu'on soit dans des logiques cohérentes? C'est peut-être ça la bonne mesure. C'était quoi la question? Allez-y. Non, votre exposé était remarquable, mais je ne comprends pas comment vous faites pour parler de leasing social avec des véhicules à 30 000 euros. On aura un prochain gouvernement. Ça vous passionne, le leasing social. Non, voilà, non, mais on va s'arrêter là-dessus un instant. Il y a combien d'habitants dans la ZFE à Amsterdam? Yeah, so probably around 400,000. So it's very small compared to Paris. Paris, c'est 2 millions d'habitants. L'unité urbaine de Paris, c'est 10 millions d'habitants. On ne parle pas de la même chose. La ZFE de Berlin, elle est toute petite. Elle est comme celle d'Amsterdam, minuscule. Nous, on parle d'agglomérations très nombreuses où les niveaux d'émissions sont très élevés. Berlin, en France, ce serait une de nos grandes villes. Paris, c'est la ville la plus dense d'Europe et c'est la 7e ville la plus dense du monde. Voilà de quoi on parle, voilà pourquoi on a un problème et voilà pourquoi on a besoin de normes. Alors, le leasing social. Le leasing social, ça ne consiste pas à équilibrer en microéconomie 30 000 euros le véhicule versus 100 euros de versement mensuel. L'idée, si j'ai bien compris, je suis pas l'auteur. Alors, je n'avais pas compris de mon côté, alors, je suis désolé. Alors, si j'ai bien compris, ça consiste à acheter un grand parc de véhicules, à faire des économies d'échelle, à demander aux constructeurs de produire de la petite citadine électrique, ce qu'ils ne font pas actuellement. L'électrique a démarré de façon impressionnante, mais sur des véhicules extrêmement lourds. Et vous disiez, M. Chauffour, à juste titre, ça ne sert à rien de faire du véhicule électrique lourd, ça bouffe pour transporter quelques centaines de kilos de métal et accessoirement 70 kilos de chair humaine, l'essentiel des gains d'efficacité qu'on fait sur l'énergie. Donc là, on dit à des constructeurs, vous allez me produire, ils seront peut-être chinois, hein, ça j'en sais rien, vous allez me produire un grand parc de véhicules, 100 000, 200 000, 500 000, à des prix les plus bas possibles. Et moi, je vais créer un cash flow de 100 euros par mois par bénéficiaire, et ce cash flow, ça va me permettre de rentabiliser mon opération. Au bout de 3 ans, les gens qui seront entrés dans le leasing social auront une option d'achat du véhicule. Ça doit pouvoir voler financièrement cette affaire-là. Si en plus on arrive à faire des green bonds là-dessus, je vous assure que ça vole. Donc c'est pas. En effet, les véhicules électriques sont trop chers. La Twingo électrique, comment elle s'appelle? La Zoé. C'est 25 000 euros le premier prix.
Bon, même avec le bonus écologique, la prime à la casse, etc., il vous reste 15 000 € à financer, un peu moins. Un ménage modeste ne peut pas le faire. Par contre, créer un marché d'occasion de qualité avec de l'électrique et du critère 1, en mettant la pression sur les flottes professionnelles aujourd'hui, dans 2 ans, dans 3 ans, on a des véhicules d'occasion qui seront accessibles à des personnes modestes. Et c'est ça qu'il faut faire. Et pour ça, je suis désolé, il y a un moment, il faut un peu un bras de fer avec les constructeurs. Si on ne l'a pas, on n'y arrivera pas. Leur action, Marie Chéron. Et puis Dorothée Desraux-Julien. Oui, juste pour appuyer ce que disait M. Pêche, effectivement, il y a une question industrielle à revoir. On ne va évidemment pas faire du leasing social avec des véhicules à 35 000 €, 40 000 €, etc. Non, ce n'est pas possible. Donc à un moment donné, il faut renégocier avec les constructeurs quels sont les véhicules qu'on peut mettre sur le marché et comment on fait en sorte de baisser les prix. Alors nous, on a mené une étude sur le sujet et justement, on démontre qu'on peut arriver à faire baisser les prix, d'une part de 10% en allant sur des véhicules qui sont plus petits, plus adaptés aux besoins. Mais adaptés aux besoins, ça peut être de la microcars, comme ça peut être du segment C, parce qu'il y a des familles qui en ont besoin. Donc il faut prendre en compte une diversité de besoins. Et ensuite, aller chercher les baisses de prix avec des véhicules qui soient moins équipés. On n'a pas besoin d'avoir un siège chauffant dans chaque voiture. On n'a pas besoin d'avoir de plus en plus d'équipements électroniques dans tous les véhicules qui circulent. Tout simplement parce que ce n'est pas les besoins. Donc si on regarde les besoins au plus juste, et si on enlève après tous les frais liés au marketing, etc., on arrive aujourd'hui, et l'ensemble des analystes sont d'accord sur le sujet, on arrive à baisser de 20%, voire plus, 25%, le prix des véhicules. Et là, il y a une opportunité, parce qu'en plus, c'est des marchés qui sont garantis. On va vous acheter une flotte de X 1000 véhicules, c'est garanti en fait sur le marché. Donc ça peut intéresser les constructeurs, et c'est un vrai levier pour l'électrification. Merci. Dorothée. Alors le sujet du leasing social aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui peut être produit en Europe pour qu'on rentre dans les 100 € par mois. Or aujourd'hui, le seul véhicule qui est éligible, c'est la Dacia Spring, qui est pas produit en Europe. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Donc c'est quand même le débat de fond aussi, et on a un projet de loi là qui va arriver, Industrie verte, qui doit permettre aussi de répondre à ces questions. Mais c'est ça aussi le sujet de fond. Et puis ensuite, une citadine, c'est très bien, mais bon, moi j'ai une famille, donc j'ai 3 enfants, et désolée, mais la Zoé, je ne peux pas circuler avec mes 3 enfants. Donc en fait, il faut aussi qu'on ait des dispositifs qui puissent répondre aux usages. Et après, nous, ce qu'on dit, c'est que le leasing social, c'est vrai que le seul véhicule électrique, il faudrait un peu élargir l'assiette du type de véhicule concerné. Nous, ce qu'on a toujours dit, c'est qu'il fallait cibler aussi les vignettes critères 1. Voilà, il faut un petit peu élargir, parce que sinon le modèle financier, il est très compliqué à trouver aujourd'hui, compte tenu du public éligible, qui sont des publics modestes. Aujourd'hui, nous, on a eu beaucoup d'échanges, nos concessionnaires, avec les établissements financiers. C'est ça, c'est la logique financière. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi prévoir une garantie par l'État ? Voilà, ça c'est aussi un sujet, parce que compte tenu des publics éligibles, c'est une des pistes qu'on peut trouver. Et puis par ailleurs, trouver des solutions complémentaires. Il y a les solutions de rétrofit, par exemple. La semaine prochaine, on a un plan qui sera présenté par le gouvernement sur le rétrofit. On a vu différents acteurs du rétrofit qui sont présents sur ce salon. C'est vrai qu'il faut déployer ce type de solution. Un peu, mais pas trop quand même. Sur le véhicule utilitaire, oui. Ça a un vrai intérêt, et le business model existe. Avant de passer les questions à la salle, Josette, you want to react about European protection? Yeah. So from a subsidy point of view, in Amsterdam, we've been mainly, we started the subsidy for cabs in the past, and for trucks and for vans, basically to get the first companies to go electric. Then you have a lot of examples. And nowadays we call that the Tesla subsidy. So there's a lot of people looking at that subsidy and saying, okay, do we really want this as a government? Do we really want to basically provide subsidies and help people buying an expensive car? So now in Amsterdam we're changing that. So people that drive a scooter, and they need that to go to their work, and they cannot make use of public transport because they work at night, for example, or in another area. So we'll provide those people with subsidies. And there is actually, in Amsterdam, there's only a deconstruction subsidy will be available and no subsidy to buy a car. Because in the end, we don't want every fossil car to be replaced with an electric car. We don't have the energy for that. We don't have the space. We'll have a lot of congestion. We'll not have enough sun and wind, basically, to provide energy to those cars. So we're going through a very complex transition
in which we really need to think if we want to subsidize moving people to electric cars. The total cost of ownership at the moment, so if you look at an electric car, especially with the latest energy prices that dropped again in the Netherlands, I have to say, they will show you that it's better to buy an electric car. It will cost you less money over a couple of years. Even if it is a Chinese car? Even if even if it's a Chinese car or a French car. We also have examples of TCOs of a French car. Dutch people love to buy French cars. So also from an investment point of view. But you need to give people time to basically put that money aside, to have that money to do that first investment. And that's why in Amsterdam people say, okay, if you make that promise, right, and I'm making that investment, then please continue with that policy. Because otherwise I made that investment and now you're changing your policy, you're moving to a later point, and I already made that investment. So that's the situation in the Netherlands. We're not looking at the social leasing type of constructions to enable people to continue driving in cars that we all know we need to reconsider. On a juste Thierry. Non, je voulais réagir à ce que disait ma voisine en disant le leasing social, c'est pas seulement l'électrique, ça peut être aussi bon. Je suis d'accord. Il faut quand même rappeler une chose, c'est qu'une voiture électrique, la différence pour un ménage modeste, c'est que le plein c'est 6-7 euros. Alors que le plein d'une voiture thermique, c'est 45 €. Donc à la fin du mois, c'est un vrai gain de pouvoir d'achat, l'électromobilité. C'est pour ça aussi que ça s'appelait leasing social. C'est qu'à l'usage, ça coûte beaucoup moins cher, y compris en assurance d'ailleurs, et y compris en réparation. Ça va peut-être moins plaire à vos clients, mais c'est plus robuste. Donc c'est aussi pour ça qu'à l'avenir, c'est plutôt une bonne solution. Voilà. On arrive au terme de cette table ronde et je vois qu'il y a une question, ce qui est une excellente nouvelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour... encore 3 questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour passer les micros? Alors c'est monsieur qui a levé le doigt le premier. N'hésitez pas. Vous apporte un micro. Il y a un jeune homme derrière vous qui vous l'apporte. Bonjour. Je suis content d'être là. D'abord, je veux dire que je suis un vieil écolo. Ça se voit peut-être pas, mais enfin si. Mais j'ai fait campagne pour René Dumont, vous voyez. Donc je suis vraiment un des précurseurs. Je dis ça en avant parce que ça ne correspond pas à ce que je vais dire après. Parce que je vois qu'ici, il n'y a personne qui remet en cause l'idée même qu'il y ait une ZFE. Ce matin, j'ai bien compris qu'en fait, la ZFE ne venait pas de nous, mais nous venait des Hollandais, des Suédois, des gens comme ça. Amsterdam, c'est pas Paris. Hein. Et les Hollandais, c'est pas les Parisiens. Donc, ça sera... Il n'y a pas de comparaison à tirer. Ensuite, pourquoi la ZFE est une idiotie? C'est parce que quand j'ai acheté ma voiture, une voiture diesel, une voiture berline normale, une C4, pour tout vous dire, eh bien, on ne m'avait pas dit que dans 10 ans, je ne pourrais plus l'utiliser. Donc là, c'est de la loi rétroactive. Je n'ai jamais compris ça. Qu'on me laisse, moi, mais tout le monde, dire bah, vous avez votre voiture, vous ne pourrez pas en racheter une mauvaise quand vous la changerez. Et d'ailleurs, moi, je roule très peu, donc ma voiture pourrait encore rouler pendant 100 000 km, 10 ans, etc. Et d'ailleurs, d'une façon toute simple, toute naturelle, toutes ces voitures anciennes, aux anciens critères, vont partir naturellement. Donc pourquoi embêter les gens qui les ont? Ensuite, si ma voiture, je dois la mettre à la casse, parce que je suis en grande banlieue, je ne viens pas à Paris avec ça, mais je vais partout avec. Mais partout, je vais trouver des zones ZFE, donc je ne vais plus pouvoir l'utiliser. Donc je vais être obligé de la mettre à la casse. Qu'est-ce que ça va se passer? Pour casser ma voiture, il va falloir énormément faire de pollution. Pour en faire une nouvelle que je vais être obligé d'acheter, eh bien, pour la faire, ça va faire encore beaucoup plus de pollution. Et puis, dans le meilleur des cas, ma voiture ne sera pas cassée, elle va être envoyée en Afrique, où elle va faire beaucoup, beaucoup de pollution. Donc, d'un point de vue écolo,
C'est complètement stupide. Alors, moi, je croyais qu'il y aurait au moins des gens à remettre en cause de cette ZFE. Ok, merci monsieur. Il y a Je peut-être une vois réaction. que ce n'est pas vrai. Et je vois... Non, je termine. Oh, oui. Je dis simplement que je sais maintenant à quel parti politique il faut que je m'adresse pour pouvoir changer. Et en attendant, je vais acheter un gilet jaune, plus un bonnet rouge, parce que le bonnet rouge, c'est pour dire, attention, maintenant, c'est les radars. Est-ce que je peux juste vous apporter apporter une réponse, monsieur? Oui. Dans tous les Étienne- territoires de Étienne ZFE, Chauffour. il y a la mise en œuvre de dérogations petits rouleurs, c'est-à-dire des personnes qui ont des voitures mais qu'ils utilisent très peu. Donc effectivement, c'est une réflexion qui a été prise en compte pour s'adapter à ces réalités-là. Le débat ZFE, c'est celui-là pratiquement tout le temps, Étienne. Il va falloir expliquer, réexpliquer, parce que c'est toujours les mêmes questions. Oui, bonjour et merci André Breteau. J'ai deux questions sur les mesures d'accompagnement à l'étranger, parce qu'en France, on ne s'en sortira pas. Ah. Donc, une pour monsieur Thierry Pêche, qui nous a parlé de 4 grandes métropoles européennes, et notamment de Madrid, où il y a beaucoup de cars express. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous dire si les cars express madrilènes sont un atout pour Madrid, enfin en quelques mots? Et puis une autre pour madame... Josette, Amsterdam, il y a un grand port avec probablement des centaines de milliers d'emplois et de commuters. Alors, question 1, est-ce que le port est dans la ZFE? Et si oui, qu'est-ce que vous avez comme mesure d'accompagnement et depuis quand les avez-vous mises en œuvre pour offrir une alternative à tous ces commuters dont une partie venait en voiture? Merci. Thierry, si vous voulez... En deux mots, Madrid, c'est un des modèles des réseaux de cars express haute fréquence. Ça marche très bien à l'échelle de toute l'agglomération. Mais ils ont fait des choix très pertinents et cohérents ensemble. C'est-à-dire que ça marche aussi parce que les cars express haute fréquence vous conduisent dans des pôles d'intermodalité, des gares où vous descendez d'un étage, vous avez le métro, vous montez d'un étage, vous avez le tram. Enfin, très rapidement, les gens qui utilisent ça pour venir dans le cœur de l'agglomération peuvent trouver des commutations, enfin des correspondances très faciles, bon marché, etc. Donc le système est très très cohérent et en effet Madrid est avec d'autres exemples. Bogota avait utilisé aussi ce système-là. C'est pas étonnant d'ailleurs, hein, c'est parce que c'est des choses que vous pouvez déployer très très vite, qui sont assez peu chères. En 3 ans, vous tirez une ligne. Bon. Ce qui est plus compliqué après, c'est la gouvernance de ces dispositifs, parce que vous devez vous mettre d'accord pour avoir des voies dédiées sur des axes pénétrants dans l'agglomération, donc ce qui existe dans plein de pays. Hein. Moi, j'étais à Toronto il y a quelques années, vous avez une High Occupation Lane qui pénètre dans l'agglomération, mais il faut être plus de 2 ou plus de 3 dans la voiture. Bon. Oui, Madrid est un très bon exemple. Moi, je crois beaucoup à ces solutions-là pour les publics modestes, navetteurs, professionnels qui viennent bosser tous les matins et qui ont besoin d'arriver vite au point de destination pour un coût modique et d'avoir des changements faciles lorsqu'ils descendent du bus. Josette, à propos du port d'Amsterdam. I still hear the translation. Thank you for your question. So the Port of Amsterdam is not part of the environmental zone that will start in 2025 because that's within the peripheric. We are, of course, looking at the hubs at the moment. So where are we transitioning from the boats onto the trucks? And of course, those trucks need to then be electric to be able to go into the zone. So you also see new models coming up there, economical models, new companies starting to allow for that transition and that transport into the city center. There's a lot of light electric vehicles that are also used. But the Port of Amsterdam has its own transition period, which I think is around 2035, that they're looking at their emission-free start of their plan. We also have, of course, throughput areas like the canals. We also need to keep some of them free, of course, to allow for the transportation from the south of the Netherlands to the north of the Netherlands. And I would also like to come back to the gentleman before, because I think this point about waste of material is very important in that discussion.
And I fully agree with you that Amsterdam is by no means comparable to Paris. But we do have the same challenge. We do have the same problem. We have the air pollution, and that's causing health issues, like you mentioned before, to our people. And from that perspective, we are obliged to act. If we look at the plans in Amsterdam, they are enlarging the lives of every person in Amsterdam approximately with 3 to 5 months. And that's because we know that. We need to act upon that. And we need to give people time. I think retrofitting legislation or policy is very, very difficult. We always need to look ahead. So I fully get your point on that. We need to be able to tell people, okay, if you buy this car now and in 10 years' time or in 5 years' time, you cannot use that anymore. The other way around is not okay to do it. But yeah, we need to take action in order to ensure that the health situation of our people is improving. Yes, that was the meaning of our debate, how we could do that. Bonjour, j'ai 2 questions. La première, c'est vous avez parlé beaucoup de villes en Europe et de la comparabilité. Et merci beaucoup pour la contribution d'Amsterdam. Ma question porte sur les villes italiennes, notamment Turin et Milan, qui, si je ne m'abuse, sont à trafic limité depuis plus de 15 ans. Rome aussi. Et qui font partie des villes les plus polluées d'Europe. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi c'est le cas et ce qui n'a pas été fait ou pourquoi cet échec? Ça, c'est ma première question. La deuxième est plus une remarque, puisque vous parliez de disponibilité de l'offre de véhicules électriques. Je crois qu'il y a une expérience récente qui a été faite à Paris avec les scooters, qui de fait ont été, enfin les scooters thermiques ont été de fait interdits. Et l'essentiel des scooters qui ont été vendus depuis 8 mois à Paris sont chinois. Pourquoi vous dites que les scooters thermiques ont été interdits? Parce qu'on ne peut plus se garer à Paris à moins de payer des sommes très importantes. C'est payant, mais c'est pas interdit. Oui, enfin, c'est 80 € par jour. Hein. Non. Ma fille paye 80 € par jour. Non, moi je me garde tout le temps, c'est 3 € de l'heure. C'est payant, mais c'est 3 € de l'heure. Si vous êtes résident, oui. Non. Est-ce que je peux tenter une réponse à votre première question? C'est le même problème qu'en France. En France, on a depuis des années des zones à circulation réglementée. Depuis des années. Vous savez ces fameux bandeaux orange ou ces fameuses annonces préfectorales pour dire tel jour, seuil de pollution, etc. Sauf que elles ne sont pas contrôlables. Et vous ne pouvez pas dire à un CRS, vous allez choper tel véhicule, vérifier s'il a... Alors ça a dépendu des époques, des fois c'était dernier numéro de plaque qui était pair ou impair, enfin il y avait tout. Et aujourd'hui, si on ne met pas, tout au moins dans des pays latins, je ne parle pas de l'Allemagne qui peut-être n'a pas la même pratique, si on ne met pas les modalités de contrôle en même temps que la réglementation, et c'est pour ça, on a dit tout à l'heure, oui mais Lyon décale. Lyon ne décale pas pour dire simplement l'État qui doit nous proposer les solutions de contrôle a, pour des raisons que j'ignore, je ne sais pas si c'est peur de je ne sais pas quoi ou si c'est simplement un problème technique, ce qui aurait dû être déployé au début de l'année 2023 sera déployé à la fin de l'année 2024 ou au début de l'année 2025. Et on ne peut pas faire 10 ans de pédagogie. Donc à un moment, c'est une question, et je pense qu'en Italie, c'est peut-être un des motifs qui fait qu'aujourd'hui, après, vous parlez de l'Italie, ce sont des ZTL, ce ne sont pas des ZFE, des Low Emission Zones. On ne pourra pas engager le débat sur l'Italie, monsieur. C'est une question ou une réaction que vous avez, monsieur? Alors, vite, s'il vous plaît. Oui, simplement, les ZTL en Italie sont parfaitement bien contrôlées et automatiquement, mais elles sont de petite taille. Et c'est pour ça qu'elles ne résolvent pas suffisamment le problème. Enfin, cela dit, à Bologne, elle fait quand même 3 km². Il y en a d'un peu plus grandes, mais à Turin, bref, voilà, c'est ça la réponse. Ok, merci. S'il n'y a pas d'autres questions... Ah, là-bas. Alors, monsieur, il y a 2 autres questions. Monsieur avait levé la main il y a très longtemps. Merci.
Bonjour à tous. Petite question, effectivement, on parle de manque de visibilité sur la réglementation pour les ZFE. On a parlé un petit peu de la mise en place de celle-ci. En fait, en termes de visibilité, il y a une centaine de villes européennes qui ont pris un contrat à horizon 2030 d'être totalement neutres en carbone. Donc, on est à Drive to Zero, neutre en carbone, zéro emission. Qu'en est-il? Finalement, ça a été un petit peu abordé par la personne qui vient d'Amsterdam, parce qu'effectivement, Amsterdam a pris ce contrat. Paris a pris un contrat également. Il y a 9 villes, enfin 9 métropoles en France. Qu'en est-il de la mobilité envisagée dans ces zéro emission zones? C'est pour toi, Étienne, ça. Les transports en commun, les Non, mais trains, je les crois RER, les navettes rapides qui n'existent pas à Paris. Vous avez totalement raison. C'est-à-dire qu'il faut répondre à ce sujet-là. Il faut offrir une alternative à l'autosolisme. Alors, on aurait pu parler des pistes cyclables, on aurait pu parler de l'électrique, etc. Donc, tout ça, c'est quelque chose qu'il faut acter. Et en même temps, je dis, il faut qu'on aille au-delà, parce que si on résout le problème dans 10 villes françaises qui vont se dire climatiquement neutres et que tout le reste du territoire doit, entre guillemets, subir le fait que dans ces villes, on est climatiquement neutre, nous n'aurons pas solutionné le problème. Nous serons dans une mesure intéressante dans les centres-villes, mais inacceptable pour le reste du territoire. Il faut qu'on réponde aux deux. Climatiquement neutre, mais acceptable lorsque on a besoin d'aller à Paris, à Nantes, etc. Je ne citerai pas toutes les villes qui se sont engagées en France. Ok, merci. Étienne. Attends. Ce que vient de dire Étienne Chauffour est très important, je vais le dire autrement. Les villes n'appartiennent pas seulement à ceux qui y résident, elles appartiennent aussi à ceux qui en ont un usage quotidien. Et quand on fait des concertations, il ne suffit pas de concerter avec les électeurs, il faut concerter avec tous ceux qui ont un usage quotidien de la ville. Et ça, malheureusement, on le fait insuffisamment. Il y a monsieur qui avait une question ou une réaction. Madame va vous apporter un micro. Oui, bonjour à... Marche pas. Ah. Allô? Oui. Bonjour à tous. Moi, je suis le président fondateur de Beautiful Cities. Notre slogan, c'est Ensemble, donnant du sens à rendre nos villes plus belles. Et moi, je mets sur des vélos électriques des jeunes issus des quartiers défavorisés pour faire pas mal de missions qui sont en lien avec la propreté, avec la qualité de l'air. Enfin, j'aurai l'occasion d'en reparler avec certains d'entre vous si ça vous intéresse. Ce que je voulais vous dire, c'est que moi, je voulais vous apporter un témoignage qui est de dire que le vélo est un outil absolument incroyable. D'ailleurs, Jeannette ne pourra pas me contredire parce que j'aime beaucoup la ville d'Amsterdam et ça, quand on voit dans les hubs le nombre de vélos qui sont parqués, c'est absolument étourdissant. Et je dis que voilà, le vélo, c'est très souvent un moyen auquel il faut penser. Et je pense qu'il y a beaucoup d'énergie et peut-être de communication à faire autour de ce moyen je dirais, de transport parce que on est dans un pays où finalement le temps est relativement tempéré et le vélo est souvent une alternative pour faire jusqu'à 25-30 km. Et donc, si on raisonne sur ces distances-là, eh bien, on peut faire de très, très belles choses, pour autant que les voies soient, parce que les voies sont des patrimoines, les axes routiers sont des patrimoines, soient adaptés à ces usages. Je suis sûr que tout le monde pourrait prendre plus facilement son vélo si on pouvait le faire. C'est moins plat aussi. Hein. Oui, c'est moins plat, mais avec un vélo électrique, on s'en sort toujours. Merci à vous en tout cas pour ce témoignage. Merci monsieur. On arrive au terme de cette table ronde, Christophe. Oui, c'était très intéressant. C'était pas trop poujadiste et contre les ZFE. Je pense qu'on a cherché des solutions, on les a peut-être pas trouvées. Mais moi personnellement, j'ai bien aimé la réponse sur le leasing social de Thierry Pech, qui n'est pas celle préparée par le gouvernement, mais tant mieux si on évolue vers des bonnes choses. Vous n'êtes pas encore ministre, peut-être dans 15 jours. Bon, merci. Vous pouvez applaudir nos invités, que je remercie personnellement. Merci beaucoup.